Bonjour et bienvenue sur Libre Média. Avec Ici, Maintenant, Autrement, nous donnons la parole à des acteurs du changement qui apportent un regard et des solutions originales pour répondre aux grands enjeux de notre société. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Malchev. Bonjour Yvan. Bonjour Alain, bonjour Alain. Alors Yvan, vous œuvrez depuis plus de 30 ans au service des groupes humains dans les entreprises, d'abord en tant que directeur des relations humaines, en tant que coach et en tant que consultant. Vous avez également accompagné au cours des dernières années de nombreux collectifs dans les domaines économiques, sociétaux et environnementaux. Et vous avez témoigné de cette expérience avec les collectifs dans un livre intitulé Les nouveaux collectifs citoyens. Et vous êtes également le co-organisateur de Conscience et Citoyenneté, une conférence consacrée au Nouveau Monde, dont la deuxième édition aura lieu le 10 décembre prochain à Paris, mais elle sera également disponible, je crois, en ligne pour les gens de partout dans le monde, comme ici au Québec, qui pourront, s'ils le souhaitent, y participer. Donc, Yvan, avant de parler peut-être de cette nouvelle réalité, de ces nouveaux mondes qui sont en train de se mettre en place sous nos yeux actuellement, aujourd'hui, vous êtes un peu un témoin privilégié parce que vous avez évolué au sein à la fois du monde de l'entreprise, mais également au niveau du monde des collectifs, des associations, des mouvements citoyens. Et aujourd'hui, la crise de la Covid n'a épargné personne. Ça a un peu agi comme un choc, une espèce de révélateur qui a à la fois touché le monde de l'entreprise, bien sûr, mais également les collectifs qui pourtant œuvraient dans une direction je dirais, de liberté, etc., mais qui n'ont pas échappé également un petit peu à ce qui s'est passé au niveau de la crise de la Covid. Donc, avec votre éclairage des choses, comment un peu vous expliquez tout ça et quelles sont les grandes conséquences de ce qu'on vit actuellement? Oui, alors je vais pas être trop long sur un état qui est partagé alors par beaucoup, hein, et puis avant même que je démarre, merci Alain de m'accueillir sur votre émission. Je ne vais pas revenir trop longtemps parce que nous sommes tous en fait aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, et c'est peut-être ça qui est radicalement nouveau. Nous sommes tous à la fois observateurs de ce qui se passe dans le monde, mais aussi témoins et, j'allais dire, à la fois sujet et objet. Alors qu'avant, peut-être, beaucoup d'entre nous pouvaient se contenter, parce que finalement leur vie quotidienne les occupait suffisamment, d'être simplement spectateurs du monde. Aujourd'hui, depuis, et on peut dire que ça c'est un grand changement, depuis cette crise, confinement, Covid, etc., crise sanitaire, si on l'appelle comme ça, on peut dire qu'en tout cas dans le monde occidental, et probablement dans le monde entier, mais à des degrés divers, en tout cas dans le monde occidental, tout le monde, tout le monde a été impacté d'une façon ou d'une autre, personnellement. Et quand je dis personnellement, c'est ça qui est intéressant, c'est pas seulement sur le plan des idées, des concepts, pas seulement sur le plan des émotions, on a été tous impactés sur le plan des émotions, mais sur le plan du corps physique. Et de mémoire qui est la mienne, j'ai pas vécu et je n'ai pas assisté et vécu un événement aussi fort au niveau planétaire qui vienne nous impacter tous à des degrés divers et bien sûr avec des réactions très différentes les uns et les autres. Donc on peut dire que depuis ce moment-là, nous avons basculé, alors on ne sait pas si c'est pour le meilleur ou le pire, mais nous avons basculé collectivement dans quelque chose d'autre et c'est palpable, visible et sensitif, hein, je cherchais le mot adapté, pour chacun d'entre nous. Et chacun, les uns et les autres, nous avons des postures différentes en fonction de nos systèmes de croyances, en fonction de notre vécu aussi, plus ou moins douloureux, sur cet épisode-là. Et ce moment-là, c'est ça qu'on peut tous partager et observer, marque durablement nos aventures individuelles et collectives pour la suite. C'est ça qui est très, très frappant. Si je reste sur le monde du travail, qui est celui que je connais le mieux par mon activité de coach en entreprise, depuis ce moment-là, je ne vais pas dire que tout est apparu à ce moment-là, mais depuis ce moment-là, de façon très claire, il y a un autre rapport au travail pour beaucoup de personnes qui s'est installé. Rapport effectivement par rapport à la plus ou moins grande fidélité et loyauté par rapport à l'entreprise, volonté beaucoup plus forte pour beaucoup effectivement de mieux aménager, c'était déjà très fort, hein, c'est pas nouveau, mais ça s'est accéléré et surtout ancré, un meilleur équilibre entre ma vie personnelle, quelque part ma vie professionnelle,
revoir aussi les modes de management. Je vois à la fois des personnes, beaucoup de personnes, et plus qu'avant, une fois encore, pas nouveau, mais beaucoup plus fort, beaucoup de personnes qui attendent un management complètement différent. Et je vois, et c'est surtout ça mon métier, des managers de plus en plus déboussolés sur comment on fait avec les attentes, les souhaits, les envies, les postures des personnes aujourd'hui, et pas seulement des jeunes, parce que la question était récurrente en management pour les fameuses générations X, Y, Z. Enfin bon, à chaque fois, il y a une nouvelle génération. Euh, c'est pas seulement les jeunes, c'est aussi des personnes effectivement plus âgées qui, depuis, veulent travailler différemment ou n'ont plus les mêmes souhaits, les mêmes attentes, voire même parfois pour certains, je ne veux pas généraliser parce que ce n'est pas le cas, mais plus le même désir, effectivement, d'investissement professionnel. Et ça, quand même, c'est extrêmement fort et ça traverse le monde du travail en général, qu'on soit dans un collectif associatif ou dans un collectif plus professionnel au sens de l'entreprise, au sens de la production. Voilà, je cherchais le mot exact, du système productif. Donc, il y a bien eu une onde de choc majeure qui s'est manifestée depuis le Covid. Et on est tout simplement en train de commencer à, à, à digérer, je ne sais pas si c'est le mot, absorber, comprendre, être interpellé, être touché par rapport à cette onde de choc. Et là, c'est là où effectivement les réactions des uns et des autres, hein, je ne vais pas reprendre ce que j'avais développé dans une autre intervention, mais juste un mot, selon que je l'ai vécu de façon, comment dire, en adhésion avec l'information qui était véhiculée et les politiques qui ont été pratiquées, ou au contraire en réaction extrêmement opposée à ces politiques et ce qui a été véhiculé, selon que j'ai été atteint personnellement et jusqu'à quel degré j'ai été atteint dans mon corps, mais aussi dans ma famille, décès ou pas, par cette situation-là, évidemment, mes conceptions et mon vécu émotionnel vont m'amener à des points de vue qui ne sont pas les mêmes et à des postures qui ne sont pas les mêmes. Et donc, on a aujourd'hui une posture qu'on pourrait caractériser qui est une forme de désorientation, parce que qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est juste, parce que tout de même, hein, si tout le monde n'a pas basculé dans le camp, si je peux dire, de ceux qui s'opposaient, il y a un nombre plus important de personnes qui commencent à se poser des questions sur mais qu'est-ce qu'on a fait et comment on l'a fait, et était-ce juste? Donc, des personnes qui doutent, des personnes qui, au contraire, se sont renfermées, mais non pas pour dire enfermées, mais repliées dans une posture activée essentiellement par la peur de ce monde qui vient, qui était déjà plein d'incertitudes, mais qui l'est encore plus. Incertitude, alors, j'allais dire, il en arrive tous les jours, et si je donne mon point de vue, on en fabrique aussi tous les jours. Non pas que les événements soient fabriqués, mais la façon d'en parler, par contre, est une fabrication. Et effectivement, selon que mon point de vue et je suis en résistance, en recherche d'autre chose, ou au contraire dans le doute, dans une forme de, oui, parfois de peur, ou voire de panique, mes réactions ne vont pas être les mêmes. Et de fait, nous avons aujourd'hui des personnes qui sont plus tendues, plus crispées, plus dans une forme de, voilà, il faut tenir dans ce monde très instable et je me referme sur moi et potentiellement je me replie sur des valeurs qui sont pour moi des valeurs phares, des valeurs fondatrices, hein, qui peuvent être ou dans la religion, ou dans la politique, ou dans la famille, ou dans trois petits points. Hein. On a tous des repères combinés différents. Ou alors, je vais être dans une posture très critique, très offensive, je veux sortir du système, voire même vivre à la marge. Donc, un nombre certes minoritaire, mais plus important de personnes commencent à dire il faut absolument quitter le navire qui s'effondre. Et ça, du coup, on va le sentir dans tous les collectifs. On va le sentir aussi pour les personnes qui restent, j'allais dire, un peu entre deux, entre ces deux postures extrêmes, dans un moindre investissement, dans le fait que est-ce que mon but dans ma vie, c'est bien d'avoir une carrière, de gagner toujours plus, qui sont quand même des fondamentaux des sociétés occidentales. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux, y compris pour de plus en plus de jeunes diplômés de grandes écoles qui à la fois sont très perturbés essentiellement par la crise écologique,
mais aussi pour un petit nombre par la crise démocratique qui est réelle dans ce moment, et pour un nombre encore plus petit peut-être pour les choix sanitaires qui ont été faits. Donc on a bien un grand chambardement depuis ce moment-là, et on voit aussi que, ça c'est l'autre élément sur lequel je vais revenir sans être trop long, qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que très clairement, tous les éléments nous montrent que ce soit, alors évidemment, la partie écologique en est le témoignage du quotidien, mais sur tous les autres sujets, on voit bien que ce n'est pas en revenant, en voulant revenir à une période antérieure qu'on va trouver un espace nouveau, un espace de création, mais c'est bien en allant vers quelque chose qui n'a peut-être pas encore été inventé ou pas encore été créé. En tout cas, c'est ce que pensent des personnes comme moi, euh, qui se situent plutôt dans cette mouvance, hein, plutôt que de rester bloqué dans le repli, entre guillemets, tout fout le camp, donc on se replie, on se resserre, ou au contraire, exclusivement la résistance ou l'opposition qui est bien sûr parfois nécessaire, bien entendu, la voie qu'empruntent de plus en plus de personnes, toujours minoritaires mais en nombre croissant, c'est comment on pourrait, dans tous les domaines de la société, explorer des voies nouvelles. Et c'est surtout à ces personnes-là que j'essaye de m'intéresser. Bien sûr, ce n'est pas le cas forcément de tous mes clients, mais malgré tout, sur des choses très concrètes, du management du quotidien, sans faire la grande révolution qui changerait la finalité de l'entreprise, qui reverrait les systèmes comptables, qui permettrait de compter tout ce qu'on appelle les externalités négatives, l'impact sur l'environnement, l'impact social, etc., sans en être encore là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de personnes, de managers qui se disent on ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus faire comme avant, mais alors, comment on fait maintenant? Et c'est là où on rentre dans l'exploration, parce que le système lui-même change très difficilement. Hein, les règles du jeu du système ne changent pas fondamentalement. On est donc dans l'aménagement du système. Et en même temps, les aspirations des individus, de façon croissante, là, nous montrent qu'il y a du monde qui, c'est une image, hein, mais qui tape à la porte et qui dit « mais moi, j'ai envie d'autre chose ». Je ne suis pas forcément un révolutionnaire, je ne suis pas forcément quelqu'un qui veut tout foutre par terre, etc. Je parle de la majorité des gens, mais j'ai envie d'autre chose. Et puis il y a quelque chose en moi qui me dit que ça tourne plus rond. Voilà, je ne veux pas être trop long sur cette partie-là parce que je pense que c'est un constat que beaucoup de personnes font aujourd'hui, si ce n'est tout le monde, mais en tout cas, je le fais à ma façon. Et c'est palpable, c'est dans le vécu, une fois encore, dans les corps, dans les émotions et dans les esprits. C'est ça qui, pour moi, a changé puisque, comme vous le disiez, ça fait quand même, oui, quasiment 25-30 ans que je suis sur ces questions-là, par ma pratique, par ma réflexion, par mon observation, et ça n'a jamais été aussi fort. Et c'est, à mon avis, pas prêt de s'arrêter. Voilà, alors je ne veux pas être trop long là-dessus parce que je crois que c'est très partagé. Enfin, en tout cas, ceux qui doivent écouter vos émissions doivent être très alignés, j'imagine, avec ce regard-là. Mais voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je continue trop là-dessus, mais Non, non, c'est parfait. Je pense que ça résume parfaitement un peu effectivement l'état des lieux avec les incertitudes, la peur, les crispations, toute une gamme d'émotions que traversent les gens. Et puis, comme vous l'évoquez aussi, un besoin d'autre chose, un besoin de vivre le rapport aux entreprises ou à la société différemment. Donc, comment se traduisent ces initiatives? Quelles sont un peu les tendances de fond que vous observez? Quelles sont les nouvelles façons de faire? alors, sur Nouvelle, ce qui est sûr, qui a bien bougé en positif, c'est que, alors je vais parler hein, une fois encore, par les réseaux dans lesquels je suis, j'ai un peu comment dire, d'informations sur ce qui peut se passer en dehors de France, et je suis intervenu à quelques endroits aussi en dehors de France. Pour autant, mon observation principale, c'est ce que je peux voir en France. Hein, donc c'est important de le dire parce que la France aussi a à la fois des grandes ouvertures, mais des grandes fermetures aussi sur certains sujets. Et donc, dans les grandes ouvertures, il y a effectivement cette aspiration à des modèles différents de fonctionnement, notamment sur la gouvernance, qui sont à l'œuvre dans beaucoup de collectifs aujourd'hui. Je parle plus des collectifs associatifs citoyens que du modèle entrepreneurial, puisque le modèle entrepreneurial reste basé quand même essentiellement sur la pyramide, qui reste la règle de base, hein, c'est-à-dire le lien hiérarchique et les fonctionnements d'une pyramide, hein, où les décisions sont prises en haut, avec malgré tout de plus en plus de managers qui tentent d'installer un management participatif
dans les phases de conception, dans les phases d'émergence des idées, dans les phases de résolution des problèmes, pas dans les phases de décision. Et c'est là où les collectifs citoyens vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire que non seulement on essaye d'imaginer, de rêver ensemble, de trouver des solutions ensemble, mais aussi de prendre des décisions ensemble et de partager, ce qui est très difficile en entreprise, le pouvoir. En entreprise, il n'y a pas de réalité de partage du pouvoir. Donc c'est là où je mets la différence entre ces deux types de collectifs. Et une fois encore, il y a dans le monde de l'entreprise des personnes qui cherchent vraiment sur les deux premières parties, créativité, idées, résolution de problèmes, à installer vraiment un management. On parle beaucoup d'intelligence collective depuis 15-20 ans. C'est dans les pratiques à beaucoup d'endroits. Alors, ce qui se passe, c'est que ces notions de management participatif, qui, une fois encore, n'est pas nouveau, mais est dans les collectifs plus citoyens, plus empreint d'une certaine vision du monde, partage du pouvoir. Tout ça s'expérimente maintenant, allez, j'ai envie de dire depuis peut-être pas 15 ans, mais depuis une bonne dizaine d'années, avec beaucoup d'apprentissages difficiles. Beaucoup d'apprentissages difficiles, puisque ça renvoie systématiquement à des modes d'organisation qui doivent combiner à la fois le partage du pouvoir et cette notion un peu quand même d'efficacité pour qu'on puisse produire quelque chose ensemble. Parce que bien souvent, ce ne sont pas uniquement des groupements de philosophes là, qui se réunissent, mais des personnes qui veulent ensemble, dans un habitat partagé, dans un écolieu, qui veulent ensemble inventer, créer des modes de vie ensemble, partager l'argent, partager la richesse. Donc, c'est tout sauf simple, c'est ça l'expérience, mais on est rentré dans la phase 2. La phase 1, c'était la phase découverte, émerveillement, c'était il y a une dizaine d'années, c'est magnifique, etc. La phase 2, c'est on rentre dans le dur, on se rend compte qu'il y a un vrai travail sur la partie émotionnelle, sur la partie des représentations qu'on a les uns et les autres sur ce qu'on doit faire et comment on doit le faire, et sur la partie comment décider ensemble quand on n'est pas d'accord. Et là, ce que je trouve, c'est qu'il y a une montée en maturité dans pas mal de collectifs qui éprouvent à la fois les difficultés et qui, j'allais dire, sont la phase 2, dans l'apprentissage et dans le changement. La phase 1, c'est tout il est beau, tout il est magnifique. La phase 2, c'est une phase qu'on appelle dans certains modèles d'essai-erreur, d'apprentissage un peu par l'épreuve du feu, un peu par la difficulté. Je pense que pour un certain nombre d'initiatives maintenant, on est dans la phase 2, qui est vraiment cette phase d'apprentissage intense et bien sûr d'échecs, bien sûr d'erreurs, mais aussi de montée en maturité, qui fait qu'on va pouvoir voir apparaître ça ou là, je le pense, dans les 5 à 10 ans qui viennent, des collectifs que j'appellerais des collectifs conscients. Un collectif conscient, ce n'est pas juste un collectif qui a l'idée de la conscience, ça c'est bien, mais ça reste encore là-haut, qui a commencé à incarner ce que ça voulait dire, et là c'est un chemin d'apprentissage sur soi, sur les autres et sur le collectif. C'est-à-dire que j'apprends de mes propres comportements et de mes propres réactions à ce qui se passe dans un collectif, on doit faire des choses ensemble de façon différente. J'apprends aussi des réactions des autres qui à la fois me surprennent, parfois en positif, parfois en moins positif. Et puis j'apprends aussi sur une notion qui va apparaître de plus en plus pour moi de façon forte de conscience collective, qui est la conscience du groupe, du collectif qui s'est réuni autour d'un projet, mais qui, à mes yeux, est une énergie, une entité, mais dans le bon sens du mot, ce n'est pas une entité, je ne sais quoi, c'est une entité, pour dire une unité en soi. Et il y a toujours les 3 niveaux. Il y a ce que je vois de moi, comment je vis les choses, ce que je vois des autres, qui est intéressant, mais le 3e niveau, c'est ce que je vois du collectif en tant que collectif. Et ces 3 niveaux de conscience-là vont commencer à s'installer, je pense, progressivement dans les collectifs qui ont ouvert la connexion à ce qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire à cet espace plus vaste que notre conscience ordinaire dans laquelle on va puiser des informations. Donc je parle de choses comme l'intuition, de choses comme des perceptions subtiles pour certains, de choses comme une vision du monde élargie où je suis relié à la société, relié aux autres, mais relié pas seulement par la pensée,
je suis relié énergétiquement, physiquement et même dans ma composition, et relié à tout l'univers. Hein, on va développer ces aspects-là si vous voulez, mais c'est Oui, ça, c'est c'est intéressant parce que, oui, tout à fait, parce que là, vraiment, c'est une remise en cause complète des modèles et des systèmes de croyances traditionnels qui étaient vraiment davantage d'orientation matérialiste, du management classique, pyramidal, comme vous l'avez présenté, avec une vision de l'homme qui était vraiment séparée de la nature, sans connexion, et puis ça nous amène après à des choses un petit peu plus radicales comme le transhumanisme, si on pousse le bouchon un peu plus loin. Donc là, ce oui. que vous présentez, c'est vraiment un peu une révolution copernicienne au niveau de la façon de penser l'organisation. Oui, penser l'organisation et puis penser l'être humain. C'est-à-dire que c'est la même chose. Si j'ai ouvert cette possibilité d'accès, un peu comme si tout d'un coup, je prends les ondes radio, je vis sur une fréquence de cette largeur-là, puis tout d'un coup, je décide d'ouvrir, soit parce que j'en ai une intuition, soit parce que j'en ai la perception, il y a les deux. Hein. Tout le monde n'a pas des perceptions qui lui permettent de dire, ah tiens, là, il se passe des choses, mais j'en ai l'intuition, j'en ai même l'aspiration. Je m'ouvre donc à la possibilité d'une reliance plus vaste et du coup, je fonctionne sur un spectre beaucoup plus large. En tant qu'être humain, ça veut dire que effectivement, je fais appel à d'autres parties de moi-même qu'uniquement ma raison raisonnante et ma capacité d'observation d'une réalité objective. Il y a aussi une réalité subjective et cette réalité subjective a autant d'importance que ma réalité objective. Et tout l'art, c'est l'équilibrage, évidemment, entre les deux. Donc ça, c'est effectivement une vision de moi-même, donc une vision de l'autre, donc une vision du collectif petit, moyen ou grand, parce qu'ensuite, tout ça se décline un peu comme l'image des poupées russes, hein, du plus petit au plus grand, mais tout est contenu dans la plus grande poupée. La plus grande poupée, on pourrait dire, c'est l'univers et les multi-univers, puis les galaxies, puis le système solaire, puis effectivement la planète Terre, et puis on descend de plus en plus au niveau géographique le plus bas pour arriver au corps. Ça décrit aussi nos multidimensionnalités, c'est-à-dire que l'homme, peut-être d'il y a quelques siècles, qui vivait dans un village, qui ne voyageait jamais, qui ne connaissait, qui était enraciné par contre, mais qui connaissait uniquement son territoire, vivait-il comme un changement d'identité important, le fait d'aller dans le village à 30 km ou à 40 km, dans la région, au-delà de sa région, et puis de façon concentrique, de plus en plus large, son identité racine étant celle de son village. Aujourd'hui, l'être humain est appelé, par toute l'évolution de notre histoire et donc de notre conscience, à effectivement être en multi-identité. Je suis bien né effectivement dans une famille, dans un pays, avec une culture, avec des codes, etc., sur un territoire donné, hein, une terre donnée, mais effectivement, je suis aussi, comme disent certains, citoyen du monde, et au-delà d'être citoyen du monde de la planète Terre, je fais partie aussi d'un système solaire, et là on commence à rentrer dans ce que, avec mon ami et consoeur Laurence Baranski, nous avons appelé la conscience galactique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre un niveau d'identité, ce niveau d'identité appelle le niveau suivant. Le village, la commune, la région, l'État-nation, l'international, donc la fédération des États-nations, quelle que soit la forme juridique et constitutionnelle, l'identité de conscience d'être un citoyen de la mère patrie, comme dit Edgar Morin, hein, c'est-à-dire de cette planète magnifique qui nous porte. On est encore sur le plan horizontal. Quand je commence à ouvrir au monde subtil, j'ai conscience de ma reliance en tant que personne ici et maintenant avec la Terre, avec les 4 éléments, les 5 éléments si j'inclus les terres. Et tout ça fait partie de mon quotidien. Ce n'est pas quelque chose d'éthéré de loin de moi, c'est dans mon quotidien. J'ai la conscience que je suis fait des 4 et des 5 éléments, et ces éléments vivent en moi. Je vis dans le cosmos et le cosmos vit en moi. Donc du coup, c'est un regard. Ce regard amène des sensations et des sentiments, et ce sont ces sensations et ces sentiments qui peuvent amener une pensée structurée différente et donc une action différente. Mais tout part du regard, c'est-à-dire quel est le regard que j'ai sur le monde. Au début, il est construit effectivement par ce dont j'hérite, puis peu à peu, mon expérience, mon besoin, la poussée de mon être m'amène à modifier mon regard. Et si j'accepte d'avoir un regard large, j'autorise le fait d'avoir une relation des sentiments, des émotions,
des sensations, une fois encore, hein. On sort de la logique pure mentale, on ne l'évacue pas, on l'élargit. Et à ce moment-là, ma relation et ma pensée au monde est radicalement différente. Euh, donc, arrêtez-moi si je, si je vais un peu Non, non, trop non, non, vite. effectivement, c'est une façon qui est totalement, radicalement, je dirais, différente d'envisager la relation au monde et de se projeter et d'être au monde, bien sûr, de manière très, très, très particulière. Et donc, c'est vrai qu'on dépasse purement le champ du mental et de la raison pour intégrer d'autres facultés ou d'autres capacités, je dirais, d'appréhender le réel. Et donc, justement, après, c'est alors oui, là, ma question, excusez-moi, c'était de quel est le lien entre ce que vous décrivez, la spiritualité, la religion? Comment vous distinguez en fait ces différents paramètres? Oui, alors là-dessus, oui, d'où le mot conscience qui est employé à dessein. Euh, je trouve qu'on a une difficulté, en tout cas vu de la France, hein, mais ce n'est pas que vu de la France, je crois, mais je suis plus à l'aise pour dire vu de la France. On a une difficulté avec le mot spiritualité, puisqu'il est encore trop associé à religion et religiosité. Il y a bien sûr dans les religions de la spiritualité, mais il n'y a pas que de la spiritualité. Il y a des dogmes, des systèmes de croyances, des références euh, qui sont effectivement propres à chaque religion, à chaque approche religieuse. Au cœur de tout cela, on pourrait dire qu'il y a la spiritualité, mais pour quelqu'un qui ne se reconnaîtrait pas dans le champ du religieux, le mot spirituel resterait malgré tout attaché au mot religieux. Et donc, plutôt que de continuer à employer ce mot de spiritualité qui, pour beaucoup, fait un clic immédiat, on dit spirituel, ah oui, donc religieux, mais alors pas trop religieux. Et si c'est pas religieux, qu'est-ce que c'est? Est-ce que par hasard, ça pourrait être sectaire? Est-ce que... Bon, voilà, ce sont des représentations. L'idée, c'est de dire, en fait, il y a effectivement, alors ça, c'est un postulat, nous sommes plus que chaque être humain est beaucoup plus, et chaque objet vivant d'ailleurs, est beaucoup plus que la partie visible. Euh, nous sommes traversés par un champ quantique d'énergie avec de multiples dimensions, et ces dimensions, qui ne sont pas nécessairement visibles pour la plupart d'entre nous, elles le sont quand même pour un certain nombre de personnes de façon aujourd'hui assez attestée, assez partagée dans le monde, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les perceptions subtiles ne sont pas liées ni à une tradition ni à une culture, elles sont universelles dans toutes les cultures, dans toutes les traditions. Il y a simplement des moments de l'histoire où un peuple décide de s'orienter vers une approche très ouverte là-dessus, et puis d'autres moments de son histoire, comme l'histoire de l'Occident en ce moment, où un peuple décide de renoncer parce que ces notions avaient été encapsulées et on pourrait dire récupérées ou, si on a une vision critique, ou en tout cas utilisées par la religion à d'autres fins, à des fins de pouvoir et notamment de pouvoir temporel et de domination des esprits. D'accord, Donc, donc le mot conscience est un mot plus neutre qui permet qui permet, d'aborder ces questions sans bloquer les gens, sans avoir une réaction de rejet immédiate sans par avoir de rapport à rejet, l'expérience d'une religion. et en acceptant la définition que chacun pourra donner, qui est basée sur sa croyance, sur sa sensation et son expérience personnelle. Et l'expérience, je peux la trouver dans la religion, comme je peux la trouver tout à fait ailleurs, mais me rendre compte que ça renvoie à une partie de moi-même qui est infiniment plus vaste que ma partie strictement rationnelle et strictement visible. C'est ça Alors la l'idée. question que j'aurais pour vous à ce moment-là, donc dans ces nouveaux collectifs qui permettent de rassembler des gens qui partagent cette vision d'eux-mêmes et puis de leur place dans l'univers, donc c'est cette conception de la vie qui les rassemble, chacun pouvant avoir, je dirais, des façons de l'exprimer ou de le vivre très différentes, comment est-ce qu'on arrive à créer justement une cohésion collective si on, l'avantage entre guillemets des religions, c'était qu'elles permettaient de donner un canevas, un mode de pensée plus ou moins fermé, bien sûr, mais qui permettait aux gens de communiquer entre eux sur des concepts partagés. Là, si on rassemble des gens qui ont des expériences de la conscience, pour avoir des mots conscience qui peuvent être d'origine orientale, occidentale ou autre, comment est-ce qu'on arrive justement à bâtir une communication et à bâtir une action collective cohérente? Alors, j'ai envie d'emprunter le terme j'en parlerai tout à l'heure, d'un de nos invités à l'événement donc initié par Laurence Baranski
donc conscience et citoyenneté. Nous avons un panel d'intervenants que je trouve remarquable, bien sûr, et j'emprunte à l'un d'entre eux, Frédéric Bosquet, qui est l'animateur, le cofondateur, fondateur d'un très bel éco-village en France, le projet Terra. Il résume ça, lui, en disant, et donc je le lui emprunte, habiter le présent. C'est-à-dire qu'on peut venir avec toutes sortes d'idéations, d'ouverture intérieure, de sentiments magnifiques, etc. Mais c'est dans l'ici et maintenant, dans comment j'établis une relation avec l'autre, comment je me comporte moi-même vis-à-vis de moi-même, comment je me respecte moi-même ou je ne me respecte pas, comment j'établis un lien avec le collectif, comment je contribue aussi avec tout mon savoir-faire, mon savoir-être au collectif, qu'au fond, on va se retrouver. Et quand on va se retrouver, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Par contre, si on a fait le choix de dire il y a de la place et le sujet de la conscience existe, on peut le nommer ou pas le nommer. Le nommer est plus facile dans certaines communautés ou certains regroupements parce que tout de suite, il y a une communauté comment dire, de langage et d'idéation, c'est-à-dire d'idées qu'on projette comme étant celles qu'on veut voir venir. Pour autant, j'observe que dans ces groupes où on se dit, entre guillemets, qu'on est très aligné sur, allez, je vais le dire comme ça, la spiritualité, on va être très désaligné dans l'action ou très désaligné dans les émotions. Ou, voilà, donc on se retrouve à un endroit, mais on ne se retrouve pas aux autres. L'inverse peut être vrai si à un moment on ne partage pas tellement nos représentations et nos expériences sur la conscience. À un moment, effectivement, on peut se retrouver bloqué parce qu'on a une représentation de ce qu'on veut vivre ensemble tellement différente qu'on ne va pas se retrouver. Bon, donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir l'ensemble et de travailler tous les plans simultanément. Simultanément. Et c'est la même chose pour une personne. Je peux être très, entre guillemets, dans le vocabulaire, pour moi ancien, très spirituel en haut, de tout dans la tête, etc. Puis dans mon quotidien, franchement, c'est une cata. À l'inverse, je peux être très ancré, très soucieux d'être respectueux de mes voisins, de ma famille, etc. Et puis, c'est quoi ces histoires de conscience? Là, moi, je ne vois pas de quoi on me parle. Par contre, quand j'ai quelqu'un qui souffre, quelqu'un qu'il faut aider ou quelqu'un où il faut montrer une valeur d'être, etc., je vais être présent. Alors moi, je n'appelle pas ça conscience, mais là, à ce moment-là, je suis dans la conscience de ce que je fais. Donc, voilà. Et pour moi, il n'y a pas un chemin meilleur qu'un autre. Par contre, il y a à rechercher l'alignement sur tous les plans qui fait qu'on est dans une démarche qu'on peut appeler holistique, globale, et en recherche d'équilibre. Parce que très souvent, et on en fait l'expérience les uns et les autres, quand on va progresser sur un registre, donc j'appelle le registre, on va dire, spirituel, donc de la conscience plus large, le registre mental, des idées, des représentations, le registre des émotions, qui sont les grands indicateurs de où sont nos ombres, hein, et puis le registre du corps qui m'envoie plein de messages en permanence dont j'écoute 0,1%. Bon, voilà. Donc, quand je commence à travailler sur une dimension, forcément, ça m'amène sur les autres. Et le grand art du chemin conscient, c'est pour moi, en tout cas, l'équilibrage, la recherche de l'équilibre entre ces différents plans, de l'alignement et de la cohérence, qui est un chemin des plus passionnants, peut-être des plus exigeants aussi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Et donc, je reviens au collectif. Le collectif, déjà, c'est reconnaître que nous avons différentes dimensions. Et effectivement, plus on se rétrécit dans la dimension, par exemple, je vais prendre des exemples concrets, les collectifs qui se retrouvent sur l'action vont dire qu'il n'y a que l'action qui compte, donc il n'y a que l'agir, donc il n'y a que le faire. Bon, on étouffe vite hein, quand on est là-dessus, mais par contre, ça peut faire la preuve d'une grande efficacité. Donc un collectif basé sur le faire va se réunir pour faire des opérations, si je peux dire, de réalisation de choses concrètes sur un temps donné. Sur la durée, soit ils trouvent tout le temps du faire qui produit quand même une forme d'épuisement au bout d'un moment, soit ils trouvent plus de faire et ils s'arrêtent. Bon. On a la deuxième dimension de l'expérience du vécu ensemble, que l'on souhaite tout de même plus agréable, plus enrichissante et nourrissante pour les personnes que certains collectifs ou entreprises qu'on quitte parce qu'on n'en peut plus de l'ambiance, on n'en peut plus de la façon d'être managé, on n'en peut plus des rapports de pouvoir permanents, de compétition, etc. Donc on veut vivre une expérience basée sur du respect mutuel, sur l'accueil des émotions, du vécu des uns et des autres et de leurs opinions. Bon.
Déjà, là, grand challenge, un très grand challenge. Et puis après, il y a cette dimension beaucoup plus vaste que vont porter certains collectifs, en tout cas ceux effectivement auxquels j'ai envie de m'intéresser de plus en plus maintenant, mais parce que le moment est prêt aussi pour ça, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, je crois, qui vont dire, oui, oui, non seulement on a conscience de tout ça, mais en plus, ce que je disais tout à l'heure, notre vision du monde, notre représentation de ce que nous sommes sur Terre et puisque nous sommes dans l'univers, va nous amener à revoir complètement nos façons, et là c'est très concret après, d'être ensemble, de produire ensemble, à quoi on accorde de l'importance, pourquoi ça a de l'importance. Donc, si je traduis en sens sociétal, l'éducation, bah, si on dit que l'éducation de l'être, ça devient fondamental, l'être dans l'ouverture, c'est plus du tout la même éducation. La santé, si on dit qu'on a un corps physique mais des corps subtils, il y a toute une série d'approches de soins alternatives qui sont très fortes là-dessus. C'est plus du tout la même approche et quand elles sont intégrées, c'est tout à fait intéressant. L'économie, l'économie, si effectivement on remet le partage de la richesse au centre, alors qu'aujourd'hui on n'a aucun problème d'argent, aucun problème de ressources, on n'a qu'un problème immense de partage et de prédation. Ça change tout, mais ça vient challenger après notre rapport potentiellement à la propriété, à la possession, hein, qui sont des constituants de notre histoire, parce que nous en avions eu besoin pour nous assurer une assurance vie personnelle contre la rareté, contre le manque, etc. Donc ça veut dire commencer à toucher ensuite toute la dimension autour de notre relation par rapport à la peur, au manque, à la solidarité. Donc là, c'est un grand chemin, effectivement. Et puis, notre relation avec la nature peut nous amener à passer des accords conscients avec un lieu dans lequel on est incarné, on vit une communauté, donc sur un territoire, sur une forêt, sur un champ, mais même dans un quartier, dans une ville, où on va commencer à installer un autre rapport par rapport au lieu. Donc, le respect des lieux, la sensibilité aux énergies du lieu, l'accueil des énergies, le travail en conscience sur les énergies du lieu, qui vont créer un espace beaucoup plus, comment dire, clair, parce que c'est le mot qui me vient quand on fait ce genre de pratique, beaucoup plus clair pour être ensemble dans un lieu. Donc on peut aussi charger son lieu d'énergie plus vibrante, plus positive, qu'on soit en ville ou dans la nature. Évidemment, c'est infiniment plus facile dans la nature, mais dans un lieu aussi, sur un habitat partagé en ville, on peut décider aussi de créer une bulle d'harmonie qui va se ressentir dès qu'on arrive sur le lieu. Voilà, ça va se ressentir. C'est tiens, il y a quelque chose là et on a tous ces sensations plus ou moins éveillées. C'est marrant, je me trouve bien là. Et à l'inverse, à d'autres endroits, c'est marrant, là je sens rien, c'est neutre, ou au contraire, oulala, j'ai pas envie de rester dans cette ambiance et je sais pas toujours dire pourquoi. Alors, c'est pas uniquement lié à ce que le coup de peinture est récent ou propre, etc. C'est aussi lié à qu'est-ce que je ressens dans ce lieu. Les collectifs conscients, y compris en ville, peuvent créer des espaces, des îlots plus lumineux, plus clairs, parce qu'ils abordent leur rapport au vivant avec une autre conscience. Et je crois que c'est ça qui va pousser de plus en plus maintenant, avec moins d'idéologie peut-être que les générations passées, mais par contre beaucoup plus d'incarnation, beaucoup plus de ici et maintenant, beaucoup plus de, bah oui, on essaye de le vivre ici et maintenant, on n'est pas parfait, on va chuter, on va tomber, mais notre intention, elle est quand même d'habiter, pour reprendre cette expression de Frédéric Bosquet, d'habiter le présent, ici et maintenant. Est-ce que vous avez des exemples de ces collectifs auxquels les gens pourraient se référer ou qui avancent dans cette direction-là s'ils n'y sont pas peut-être à 100%? Non, moi ce que j'aime dire, c'est que dans chacune des tentatives que j'ai pu voir, il peut y avoir une partie de cela. Il y a ceux qui vont le prendre par le côté matériel, on fait, c'est-à-dire on ancre la permaculture, si j'adhère à ça, on ancre un habitat différent, on se met à co-construire ensemble ou à choisir des lieux qui sont porteurs de ça. Donc là, on a tout le côté matériel, alors évidemment, tous les concepts d'écologie, et là, on n'est plus seulement dans l'environnement, le recyclage au maximum, la pureté de l'eau, des aliments, etc. Tout ça, il y a des communautés qui font ça, ou des communautés, ou une fois encore, quand je dis communauté, ça peut être dans la ville, dans un immeuble, comme il en existe quelques-uns maintenant, où effectivement, on décide de fonctionner différemment. Et bien souvent, il y a le partage qui est avec. Donc, on va trouver cette dimension, mais pas plus, c'est déjà pas mal. D'autres collectifs vont rentrer par le côté plus conscience. Donc,
pour moi, la grande expérience mondialement connue depuis maintenant 50 ans, une fois encore, quand je dis expérience, ça ne veut pas dire modèle, hein, c'est l'expérience d'Auroville, où là, la porte d'entrée, c'était la conscience. Hein, Donc, Auroville en Inde, donc la communauté qui était Auroville fondée en par Inde, Sri Aurobindo. voilà, qui est en fait une communauté basée au départ sur la vision, effectivement, de Sri Aurobindo et mère, donc Sri Aurobindo indien, mère, une Française qui a fini sa vie là-bas, et qui ont porté une vision finalement d'un lieu dans le monde qui pourrait être un lieu de partage, d'apprentissage, de quelque chose de radicalement nouveau, et qui permettrait au fond aux êtres de commencer à fonctionner à l'intérieur d'eux-mêmes, mais aussi en société, de façon radicalement différente. Cette expérience, donc la porte d'entrée, c'est la conscience. Donc c'est presque l'inverse, je dirais, d'une autre porte d'entrée. Mais la conscience, à un moment, elle doit s'incarner. Elle s'incarne dans une façon de vivre ensemble. Déjà, là, les difficultés commencent. Elle s'incarne dans la relation qu'on a avec la nature, et avec les êtres humains et avec son propre corps et sa propre démarche intérieure. Et bien entendu, cette expérience qui est une des plus anciennes à ma connaissance, qui est rentrée par la porte de la conscience, a rencontré et rencontre en ce moment en particulier de grandes difficultés, mais qui sont des apprentissages. 50 ans de pratique, c'est intéressant. Voilà, donc on a les deux. Et au milieu, on a des personnes qui se regroupent par affinité. Alors, est-ce que c'est un peu plus du très concret? Est-ce que c'est un peu plus de conscience, spiritualité, conscience, ouverture aux aides de la nature, etc. Puis peu à peu, on descend dans le concret. Est-ce que c'est un peu plus de tout simplement les communautés utopiques issues du mouvement anarchiste ne revendiquent pas, certains oui, mais ne revendiquent pas particulièrement de sujets sur la conscience, mais revendiquent très fortement le vivre ensemble radicalement différent, avec des systèmes de gouvernance radicalement différents. Donc, les personnes motivées par ce champ vibratoire-là, par cette énergie, vont se regrouper pour dire, nous, notre recherche, c'est d'abord la gouvernance, d'abord sortir des logiques de domination, des rapports de pouvoir, etc. Donc, il y a les portes d'entrée différentes. Ce qui est très difficile, c'est de trouver des personnes et des communautés qui soient, j'allais dire, en alignement le plus grand sur ces trois registres. Pourquoi? Parce que c'est un chemin. D'ailleurs, nous-mêmes, connaissons-nous des personnes qui sont parfaitement alignées sur toutes ces dimensions. Il y en a peut-être, mais j'en connais pas beaucoup non plus. Donc, c'est plus de se dire qu'on est une humanité en mouvement, et c'est ça qui est très enthousiasmant, c'est que ce mouvement-là, alors là, par contre, il est vraiment en route. Il est fortement en route. Bien entendu, ce n'est pas le sujet des mainstream, etc. Comme vous évoquiez tout à l'heure, ça ne fait pas forcément les choux gras du transhumanisme, là, ce que je suis en train de raconter. Donc, on est dans un autre monde, là. Mais cet autre monde, et c'est la thématique que nous avons retenue pour conscience et citoyenneté, les nouveaux mondes sont déjà là. Bien sûr, ce n'est pas nouveau, là, ça ne date pas d'il y a 2 ans, mais ça pousse et ça pousse de plus en plus fort, même si on assiste avec, pour certains, désespérance, pour d'autres, affolement et pour d'autres, peut-être satisfaction, à l'effondrement de tout le système qui tient nos références aujourd'hui. Oui, effectivement, donc ce double mouvement d'effondrement d'un côté et d'émergence de l'autre, et donc dont vous témoignez avec cet événement conscience et citoyenneté, dont on peut parler un peu. En conclusion, il nous reste quelques minutes, si vous voulez Oui, bien alors, présenter l'événement et en quelques mots les intervenants. Voilà, alors je redis que ce sont les deuxièmes rencontres de cet événement initié par mon ami et consoeur Laurence Baranski, avec un petit collectif qui travaille à l'événement. Donc c'est le 10 décembre. Nous allons continuer à explorer les premières rencontres étaient autour du thème de la conscience. Et cette fois-ci, on est sur les nouveaux mondes sont déjà là. Donc nous avons un certain nombre d'intervenants qui vont, par différentes portes, essayer d'éclairer en quoi les nouveaux mondes sont déjà là. Donc nous aurons la porte symbolique et poétique avec un intervenant, Patrick Fishman, qui est un barde, un conteur, qui va à un certain moment nous amener dans ces univers-là. Ce sont des univers très importants, symboliques, poétiques, et qui nous ramènent à une partie de nous-mêmes. Nous avons Daniel Souchi, un polymathe, un homme transdisciplinaire qui est sur des tas de sujets, mais qui nous parlera vraiment de la conscience et science
quelque part une approche quantique transdisciplinaire, là, qui nous met dans des univers où notre représentation s'élargit à 360. Là. Hein, donc ça, c'est pour ouvrir le champ de nos espaces de représentation intérieure. Et nous avons aussi des personnes qui cheminent depuis de nombreuses années, qui font le lien entre les démarches d'intériorité, dites spirituelles, quelles que soient les démarches, et des démarches d'incarnation dans des nouveaux collectifs. Donc Frédéric Bosquet, que je citais, qui est l'initiateur de ce projet, viendra témoigner en quoi cette expérience le ramène à habiter le présent. Je dis que de mon point de vue, c'est mon point de vue, le projet Terra est un des plus avancés en France sur l'intégration entre la gouvernance, les rapports entre les personnes, le système financier, le système de partenariat avec les territoires, donc très incarné. Deux intervenantes qui nous parleront de leurs expériences internationales également. Et puis une personne qui a fondé avec des amis ce qui s'appelle l'Institut des Pléiades, qui est, j'allais dire, la nouvelle ouverture sur le sujet de la conscience, complètement, j'allais dire, libérée de toute représentation justement spirituelle ou religieuse, qui nous amène dans une autre façon de considérer aujourd'hui les mondes de l'intériorité. Voilà. Alors, bon, bien sûr, nous avons un parrain et une marraine, je les cite parce qu'ils étaient là la dernière fois. Audrey Chapeau, qui est anthropologue, qui clairement nous amène une autre façon de penser l'être humain aujourd'hui en société, et Luc Biget, qui est un scientifique symboliste de haut niveau, qui vient nous apporter un regard où il réussit à faire la synthèse entre les différents regards, ou en tout cas à les éclairer dans leur complémentarité, ce qui nous permet une fois encore de dire, wow, si je regarde le monde comme ça, effectivement, mon regard est renouvelé, du coup, mon sentiment et ma capacité de lien peut être renouvelée, et du coup, ma pensée peut s'enrichir, et donc mon action être différente et mes priorités différentes. Voilà un peu, c'est une journée hybride, donc on est sur un petit lieu très beau à Paris, on aura 60 participants sur place, mais surtout hybride, à distance, et donc pour nos amis québécois ou à distance ou ailleurs dans le monde, welcome vraiment pour cet événement, où on espère que vous serez nombreux à vous connecter. Excellent, donc le 10 décembre, Conscience et Citoyenneté, donc un bel événement avec un beau panel. Merci de nous l'avoir présenté, Yvan. Merci pour ces perspectives qui nous ouvrent sur d'autres horizons, qui nous sortent un peu de la grisaille, de la finitude dans laquelle on baigne lorsqu'on consulte trop abondamment les médias mainstream. Donc merci beaucoup encore hein, pour cette intervention aujourd'hui, Yvan. Merci Et à vous. puis, écoutez, merci à tous. Merci de nous soutenir avec Libre Média. Donc, grâce à vos dons, à vos abonnements, vous permettez à Libre Média, qui est indépendant, de vivre et puis de produire des émissions comme celle d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt.